Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce vendredi 30 décembre sur Sud Radio. Icône universelle du foot, numéro 10 mythique de l'équipe du Brésil, 3 fois champion du monde. Le roi Pelé est donc mort hier à 82 ans. Au-delà de son génie de joueur, il aura donné à son sport une dimension planétaire, l'installant définitivement comme un phénomène culturel. Le monde entier lui rend hommage aujourd'hui. Repose en paix, roi, a tweeté Kylian Mbappé qu'il avait, paraît-il, désigné comme son prince. Quel souvenir gardez-vous de cette légende du football? Vous nous dites au 0800 26 300 300. 2023, c'est demain. Objectif Lune. Une semaine de balade autour de la Lune. C'est l'idée folle d'un milliardaire japonais et d'Elon Musk. Décollage prévu l'an prochain en attendant de remettre pour de vrai les pieds sur la Lune et de partir à la conquête de Mars. Les défis spatiaux nous font rêver, on en parlera et avec vous au 0826 300 300. C'est l'histoire d'un homme qui a inventé le vaccin contre la rage, qui a son nom sur les plaques de rue dans la plupart des villes de France et d'ailleurs. Louis Pasteur a vu le jour il y a 200 ans et il a changé notre regard sur le monde des microbes et des virus. Là encore, on en parlera. Nouvel an au balcon, vous connaissez l'adage, on attend ce week-end des températures largement supérieures à 20 degrés. Voilà qui terminera une année 2022 comme elle l'a été au niveau du climat, inédite, inquiétante, alarmante. On fera le point avec un climatologue. Après 2022 viendra donc 2023, personne ne suit et avec le nouvel an viennent forcément les bonnes résolutions, arrêter de fumer, se mettre à la gym, se coucher plus tôt et j'en passe. Si vous partez comme ça, c'est perdu d'avance. On vous expliquera pourquoi et comment adopter une positive attitude à l'approche de ce nouvel an. 0826 300 300 sur tous ces sujets et tous les autres que vous souhaitez aborder. Nous vous attendons. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. Thierry Staner. Des mots et des mots en 2022, MAUX, MOTS. Chaque année, son vocabulaire qui découle de l'actualité, de ce qui nous passionne, de ce qui nous inquiète, de ce qui nous enthousiasme. Ce vocabulaire fait le bonheur de Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne Bordeaux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la plus attentive des observatrices de ces mots qui émergent chaque année. Vous êtes linguiste et artiste. Depuis 15 ans, vous identifiez les mots qui font l'actu et vous en faites des tableaux de vocabulaire. C'est bien ça? Oui, ce sont des fresques qui sont assez artistiques, mais qui en profitent pour raconter l'époque. Parce que les mots ont une émotion aussi. Parlez bien dans le micro, Jeanne Bordeaux. On est un peu sorti cette année du vocabulaire médical qui envahissait l'espace médiatique depuis fin 2019, avec le début de la crise Covid. Mais d'autres mots ne sont pas plus réjouissants, qui ont émergé et qui se sont imposés cette année. Des mots du champ guerrier. C'est d'abord le retour de la guerre. Oui, 24 février 2022, la guerre est en Europe et on va beaucoup jouer, les journalistes vont jouer avec cette phrase parce que l'Europe n'est pas en guerre, mais la guerre est en Europe. Et il y a des mots comme déplacé, il va y avoir des mots comme pénurie, réquisition, armes chimiques, même la menace qui hante d'une troisième guerre mondiale dont le pape a parlé encore cette fin d'année et d'une guerre nucléaire possible. Ça n'est pas léger. Et le mot guerre avait pratiquement disparu des journaux. En général, quand ça flambait quelque part, on parlait plutôt de conflit. Oui, c'est vrai, sauf du vocabulaire des hommes économiques, parce qu'ils ont un vocabulaire souvent combatif et guerrier, nos grands présidents dans l'univers économique. La guerre économique, et puis maintenant on parle aussi de la guerre de l'énergie, évidemment. Conséquence en partie de cette guerre en Ukraine, il y a inflation dans votre florilège des mots de l'année 2022. Oui, qui vraiment, ce sont ces prix gonflés, et ça va bien effectivement avec, hélas, cette crise de l'énergie elle-même, entre autres reliée à la guerre, et ça vient renforcer un mot qui flirte et qui est dans nos oreilles depuis 3-4 ans, obsessionnellement, pouvoir d'achat. Donc il y a une cohérence dans l'inconscient collectif, dans les craintes du public. Et il y a des chances que ces mots ne nous lâchent pas en 2023. Il y a un mot qui s'est imposé récemment dans les médias et dans les conversations, c'est celui de délestage, et là encore on parle d'énergie. Oui, et puis on peut presque bondir tout de suite sur un des mots qui est peut-être dans le tiercé gagnant, hélas, qui va avec la déconsommation, qui va avec la guerre, qui va avec tout ce que vous venez de si bien résumer, c'est sobriété.
Donc, on voit bien tout ce que provoque une crise de l'énergie et une guerre. Et en plus, tous les troubles et les dérèglements climatiques contribuent à rendre le mot sobriété un mot phare, parce qu'il découle de la guerre et il découle des troubles du climat, qui sont nos deux mots MAUX graves de l'année. Et décarboner, c'est aussi un mot qu'on utilise de plus en plus, évidemment, si on veut être vertueux. Oui, il y a beaucoup de préfixes, vous avez raison, privatifs, ou alors de préfixes qui montrent l'exagération, avec hyper, méga. On sent que le monde bouge et que les mots eux-mêmes s'habillent de ces préfixes et suffixes qui viennent exprimer ces idées nouvelles, puisque c'est quand même le langage qui donne forme à la pensée. Il faut toujours s'en souvenir. Alors, la Covid n'a pas totalement disparu, évidemment, et il y a ce mot que regrette peut-être Emmanuel Macron, emmerder. Ça lui colle un peu comme un sparadrap. Oui, c'est un mot fort, mais c'est vrai qu'on est dans un abus, une outrance, et nos hommes politiques ont du mal à manier la nuance. Peut-être parle-t-il beaucoup, peut-être parle-t-il trop, et à force de faire du bruit, pour se faire entendre, parfois il faut boursoufler les mots. En plus, il ne faut pas oublier que les mots ont une dimension rationnelle et sensible, et que pour toucher un public un peu populaire et accrocher l'oreille, eh bien, il aurait eu une phrase courtoise en disant qu'il allait faire en sorte que pour des raisons de contraintes imposées, tout le monde ait le vaccin. C'était une langue macro-politique conceptuelle neutre. Personne n'aurait entendu. D'emmerder, qui était dans le Parisien en début d'année, tout le monde se souvient encore. Donc parfois, il faut des mots coups de poing. Et c'est expliqué ensuite en disant que dans son esprit, c'était plutôt affectueux d'ailleurs. C'est peut-être pas faux. En tout cas, il y avait une dimension sensible et il se sentait proche des personnes parce qu'il voulait vraiment donner responsabilité, c'est faire face. Et il voulait nous faire face, mais en nous faisant face, il a donné un petit coup de poing là dans notre monde des émotions. Le mot était fort. Plus globalement, vous qui analysez les mots de l'actualité et donc aussi ceux de nos hommes politiques, vous observez une dégradation, j'ai envie de dire, du langage politique d'une manière générale ? Dégradation, probablement pas par les mots, parce qu'il n'y a jamais eu autant de mots. On a 80 000 mots dans le dictionnaire et il y a peut-être 30 000 mots nouveaux depuis 3 ans. Donc l'exagération du vocabulaire ne fait pas la qualité de la langue. Ce qui est en train de disparaître dans leur propre langue à eux également, c'est la construction des phrases, c'est la démonstration, c'est la montée en puissance d'une pensée. C'est pour ça que l'on parle autant de récits. Regardez, les mots de liaison qui construisent un récit ont disparu. Tout le monde dit du coup, oui, comme s'il n'y avait plus aucun autre mot de liaison. Et ça n'est pas un hasard. Syntaxe, grammaire, stylistique. Mais ne soyons pas pessimistes, les jeunes sont fous de poésie, le rap réintroduit des images, donc souvent il y a des rééquilibrages et pendant qu'ils ont lieu, on ne les voit pas. Mais les hommes politiques ne sont jamais avant-garde en langage. L'avant-garde vient beaucoup du monde économique et du monde de la culture. Les mots nouveaux sont dans le monde de la communication, par exemple. Et du côté des jeunes, puisque vous en parliez, on a beaucoup évoqué récemment les difficultés qu'ont les jeunes avec l'orthographe. C'est quelque chose qui peut nous inquiéter ou finalement les mots s'écrivent comme on le veut? Non, les mots ne s'écrivent pas comme on le veut, puisque la pensée, elle est donnée par le langage. Les nuances font qu'à un mot près, on peut tuer quelqu'un. Et un mot qui s'écrit tel qu'il s'écrit, c'est parce qu'il a une étymologie. L'érosion est le patrimoine d'une histoire possédée. Et c'est inquiétant, effectivement, de manquer de précision à sa propre pensée. On ne peut pas abandonner l'orthographe. Quand il y a un mot comme enthousiasme, ça vient de théo, ça veut dire Dieu en grec. On peut comprendre que les TH donnent des mots qui sont d'origine grecque. Tout cela a beaucoup de sens. Le plus vous possédez la langue, le mieux vous serez en paix avec vous, parce que la violence vient, par exemple dans les banlieues, quand les personnes n'ont que 400 mots. Quand on n'a plus les mots, on cogne. Donc il est urgent, pour des raisons de liberté, je ne vais pas être sophistiquée sur les questions de culture, je veux dire pour des raisons de liberté, d'ascenseur social, de donner le pouvoir de la langue à chacun. Revenons à ce florilège des mots de 2022 et parlons travail. On a pas mal parlé ces derniers temps de cette épidémie de flemme. Les Français iraient travailler à reculons. Et un mot qui s'est aussi imposé, c'est celui de démission.
Oui, il y a le quiet quitting. Souvent, les mots vont venir d'abord de l'anglais. Démission On silencieuse. démissionne silencieusement. Oui. C'est très juste. C'est bien que vous l'ayez remarqué parce que c'est un des mots de l'année qui, par vos confrères, n'a pas été tant cité et qui, comme sobriété, révèle profondément une attitude de l'époque. Et ça va d'ailleurs avec un des mots que j'ai donné hier à un de vos confrères qui est traquance. On ne sait plus si on travaille, si on est en vacances. La Covid... Ah oui, contraction de travail et vacances. De vacances, oui, Ouais. puisque vous parlez de travail. Et ça aussi, c'est un des mots nouveaux. Et en fait, le collaborateur est perdu. Travailler chez soi, aller à l'entreprise, les autres ne sont pas là. Que devient la culture interne? Il y a une fracturation, un émiettement de tous les comportements dans le monde du travail et quelque chose va être à recréer. Mais on ne sait pas quoi. Et ce qui va en complément de ça, c'est la quête de sens aussi. Quête de sens. Vous aviez aussi pour les élections quelque chose qu'on aurait pu citer qui est le vote utile. Utile est un adjectif qui est beaucoup revenu depuis 3 ans. Et pour les salariés, oui, avoir un travail utile qui possède du sens et qui fait qu'on sent que l'on vaut quelque chose, la reconnaissance au travail va faire partie de tout ce qui est motivation. Et mobiliser et motiver sont deux verbes qu'on surutilise. Et dans mobiliser, il y a le mot verré, il y a l'émotion. Il faut toucher les êtres. On ne peut pas que être convaincu et bouger pour des raisons rationnelles ou intelligentes. Il y a plus que cela. Il y a aussi des acronymes qu'on apprend à utiliser, à maîtriser, à connaître. Cette année, c'est OQTF. Ah oui, l'expression a été beaucoup citée. Et d'ailleurs, là encore, on m'a demandé une autre expression beaucoup expliquée et utilisée cette année, c'était le refus d'obtempérer. Je pense qu'avec OQTF et refus d'obtempérer, on a 2 mots, et les acronymes peuvent arriver à faire des mots. Radar n'est jamais que l'acronyme, par exemple, d'un mot anglais. Eh bien, avec ces mots fabriqués dans l'année, on voit bien comment ça coagule des comportements, des phénomènes, des attitudes qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. OQTF fait peur, on a l'impression qu'on a une petite maladie qui est étrange, c'est pas un joli mot, mais refus d'obtempérer montre un phénomène d'époque. On ne croit plus à l'autorité, à ceux qui se pensent l'élite d'être légitimes, mais autorité est un mot vraiment remis en cause. Et OQTF, pour ceux qui n'auraient pas ouvert les journaux de toute l'année 2022, c'est obligation de quitter le territoire français. Oui. Voilà. Il y a aussi un chiffre qui s'est imposé en cette fin d'année, c'est le 49.3. Le 49.3, oui, parce que effectivement, tout le monde a souri quand M. Macron a découvert, l'hyper-président Jupiter a découvert qu'il n'avait pas de majorité. Et c'est une expression que vos confrères ont beaucoup utilisée. Et effectivement, par le 49.3, on a l'impression qu'un nouveau mode de gouvernement s'est imposé et le chiffre est très présent. Je pensais que vous alliez me citer les 8 milliards, puisque nous avons atteint 8 milliards d'hommes sur la planète. C'est aussi un chiffre qu'on retrouvera dans ma fresque artistique sur l'économie. Ce n'est pas un petit chiffre. Où peut-on voir vos œuvres, justement, les tableaux que vous faites à partir de ces mots de l'année? Alors, donc, à partir du 13 janvier, je serai au club We Are, qui est donc dans le 8e arrondissement. Mais chaque année, à Paris, chaque année, des entreprises propose des expositions au sein des entreprises. Et je suis fière de cela parce que pour ma part, quand j'enseignais à la Sorbonne, j'aurais voulu que les artistes soient exposés dans les universités et les entreprises, puisque tout le monde n'a pas le temps d'aller au musée. Donc je veux que l'art vienne. L'an dernier, je les remercie encore, c'est la Française des Jeux qui a fait une longue exposition en mai et juin des œuvres. Donc lors de la présentation de la fresque de l'année, les entreprises choisissent et disent, moi je voudrais l'exposition tel mois et tel mois. Et je les laisse faire et je trouve que c'est bienvenu. Merci beaucoup Jeanne Bordeaux d'être venue nous voir ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, après la pause, on parlera du bicentenaire de Louis Pasteur. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il aurait eu 200 ans cette semaine, ce qui, avouons-le, ne serait pas raisonnable. Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 dans le Jura et il est devenu, de son vivant, l'un des Français les plus populaires. Derrière Charles de Gaulle et devant Victor Hugo, Louis Pasteur est le deuxième de nos grands hommes auxquels la patrie reconnaissante a dédié le plus grand nombre de rues, de boulevards et d'avenues, et même à Brest et à Lyon, on trouve des impasses Pasteur. Parmi les nombreux livres qui sont parus récemment, justement pour ce bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, ce savant de génie, Pasteur presque facile. Bonjour Jean-Baptiste de Panafieux.
Bonjour. Vous êtes biologiste, votre livre est édité par Delachaux et Niestlé. Déjà, j'ai envie de vous demander un mot d'explication sur ce presque dans le titre, presque facile. Ah, c'est une collection qui s'appelle Presque facile. Presque parce qu'on s'adresse à un public un peu averti, ou du moins qui est prêt à aller assez loin dans certaines explications. Alors c'est pas très compliqué, mais Ça reste très accessible. Ça reste très accessible, mais je développe certaines expériences, par exemple. D'accord. Alors Louis Pasteur, évidemment inventeur du vaccin contre la rage, c'était en 1885. Que savait-on à l'époque des microbes et des virus ? Alors les virus, on les connaissait pas du tout, parce qu'on appelait virus enfin les microbes avaient plein de noms différents, dont le nom de virus. Les microbes, beaucoup de gens on avait observé au microscope, il y avait cette idée qu'il y avait des êtres vivants microscopiques. Là où les gens n'étaient pas d'accord, c'est est-ce que les microbes étaient responsables des maladies. Et là, beaucoup de médecins pensaient que les maladies naissaient de notre propre corps, que nous étions en quelque sorte responsables de la production des microbes qu'on observait parfois dans le sang. Alors, à l'époque, il y avait aussi, du coup, des opposants au principe même de la vaccination, lorsque Pasteur a mis au point son vaccin contre la rage. Alors, il y avait des opposants depuis très longtemps, puisque les premiers vaccins dataient du début du 19e siècle, vers 1800. Il y avait déjà des vaccinations contre la variole, qui avaient été mises au point par le médecin Jenner, un médecin anglais. Et il y avait déjà des campagnes de vaccination partout en Europe. En France, il y en avait beaucoup. C'était important. Et il y avait déjà des gens qui pensaient que les vaccins étaient dangereux, qu'on risquait, comme on utilisait un produit provenant des vaches, qu'on risquait de se transformer en vache, que les maladies étaient quelque chose qui était normal, qui était envoyé par Dieu et qui devait donc fortifier le corps. C'était normal, les maladies. Alors, il y avait beaucoup d'opposants comme ça. En juillet 1885, lorsque Louis Pasteur invente le vaccin contre la rage, c'est un peu un concours de circonstances qui lui permet de tester son sérum. Oh, pas complètement. Ça faisait des années qu'il travaillait sur des vaccins pour les animaux. Le principe même de la vaccination tel qu'il l'avait mis au point, ça faisait vraiment très longtemps qu'il travaillait dessus et il avait obtenu des résultats absolument extraordinaires contre la maladie du charbon, par exemple, qui touchait énormément de bovins et de moutons en France. Et il y avait déjà eu des campagnes de vaccination là-dessus. Mais il a fallu le tester sur l'homme. Alors, il était très réticent à expérimenter sur l'homme parce qu'il savait que c'était pas si simple et qu'il y avait quand même un danger. Et donc il a commencé à travailler sur certains vaccins et la rage c'était un exemple qui était très intéressant parce que c'était une maladie qui faisait horriblement peur à l'époque. Les symptômes étaient tellement épouvantables que c'était une maladie dont les gens voulaient vraiment se débarrasser. Et il a eu l'occasion, plusieurs personnes ont été atteintes, enfin en apparence atteintes par la rage, et il a pu tester son vaccin. Je dis en apparence parce que le jeune Meister, le premier dont on parle vraiment, on ne sait pas vraiment s'il a eu la rage. S'il l'avait contracté, il a été mordu par un chien qui était probablement enragé, et lui avait probablement été atteint. Mais ça n'était pas certain. Et le résultat, c'est qu'il était en bonne forme après coup. Louis Pasteur, vous l'évoquiez, a aussi travaillé sur les maladies animales, dont celle du charbon, qui concernait les moutons. C'était une révolution à l'époque de s'intéresser aux maladies animales ? Non, c'était très important, mais de trouver un moyen d'éliminer le charbon ou de protéger les animaux contre le charbon, oui, ça c'était une révolution, parce que c'était une maladie qui était catastrophique pour les paysans. Et on voit aujourd'hui que les maladies des animaux peuvent nous concerner directement, même si on n'a toujours pas de certitude sur la responsabilité de ce malheureux pangolin dans l'épidémie de Covid. Mais effectivement, la maladie qui touche l'animal, ça concerne également l'être humain. Oui, mais de toute façon, le charbon pouvait être aussi contracté par les paysans qui étaient au contact des bêtes, donc c'était dangereux.
Ouais. Rappelons que la carrière de Pasteur, alors il n'était pas médecin, faut le rappeler pour ceux qui l'ignoreraient. Il n'était pas médecin, il a commencé par l'étude des cristaux. Oui, alors l'étude des cristaux l'a amené à se rendre compte que certains cristaux étaient produits par des êtres vivants, des levures, et il a passé beaucoup de temps à étudier l'action des levures dans la production de l'alcool, du vin, de la bière, du vinaigre, et ça a été vraiment des années très importantes pour lui. Ces travaux ont aussi porté évidemment sur les fermentations, ce qui a permis aux industriels d'améliorer à l'époque la production et la conservation du vin et de la bière. C'est ce qu'on appelle la fameuse pasteurisation. Comment est-il arrivé à ce procédé qui aujourd'hui est dans tous nos placards et dans tous nos frigidaires? Il a d'abord mis au point pour le vin. Et il a essayé de développer ça en disant que de chauffer le vin à haute température, peu de temps, était un bon moyen de protéger le vin contre les maladies qui affectaient le vin et qui perturbaient beaucoup les exportations, ce qui était très, très ennuyeux. Maintenant, c'était pas complètement convaincant parce que le goût du vin est quand même changé par la pasteurisation. Et d'autres industriels ont appliqué cette technique au lait et à toutes sortes d'aliments. Alors je le disais au début de notre entretien, Pasteur, de son vivant, a été extrêmement populaire. Comment vous l'expliquez, cette popularité extraordinaire de Louis Pasteur dès son vivant? Il a eu une influence très importante, d'abord pour les producteurs industriels, vin, bière, etc. Puis, ses travaux sur les maladies du bétail ont eu un retentissement considérable en France, en Europe, jusqu'en Australie. Et ça a contribué de façon énorme à sa popularité, parce qu'il était ni médecin ni vétérinaire, et malgré tout, il arrivait à soigner les animaux, puis à proposer des moyens de soigner ou de prévenir les maladies chez l'être humain. Donc ça, c'était, vu l'importance des maladies, quand même beaucoup de gens mouraient à cause de maladies dues à des microbes, ça a été très important. Oui, et rappelons qu'aujourd'hui encore, la rage est toujours responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année dans le monde, essentiellement en Asie et en Afrique, et le plus souvent suite à une morsure d'animal. Elle n'est pas éradiquée, la rage? Non, la rage est toujours présente. Elle est plus présente en France, mais elle est présente ailleurs dans le monde. Mais bon, il y a beaucoup d'autres maladies qui ont été... pour lesquels Pasteur a proposé aussi des vaccins. Lesquels il y a eu beaucoup de recherches sur la tuberculose, mais là, ça n'a pas donné de résultats flagrants. Alors, je n'ai plus en tête, je suis désolé. Dans ce qu'on pourrait appeler la bande à Pasteur, il y avait Alexandre Yersin, l'aventurier d'Indochine, qui est enterré à Nha Trang au Vietnam, et qui a découvert, lui, le bacille de la peste, ce qui était aussi une immense découverte. Oui. Tous les pasteuriens de son époque, tous ses assistants, ses aides, les médecins qui ont travaillé avec lui, ont monté des instituts Pasteur un peu partout dans le monde, et notamment au Vietnam. Et Yersin est très important dans l'action qu'il a eue contre la peste. C'est quoi la différence entre un virus, un microbe, un bacille? Alors, microbe, c'est un terme très très général pour tous les êtres vivants microscopiques. Bacille, c'est une sorte de bactérie, c'est-à-dire un être vivant qui fait à peu près 1 millimètre de long, 1 millième de millimètre. Un virus, c'est beaucoup plus petit, et c'est à la limite du vivant. C'est pas vivant tout seul. Les virus ont besoin de cellules pour pouvoir vivre. Ont besoin, par exemple, de bactéries ou de cellules humaines pour pouvoir vivre. Alors qu'une bactérie peut vivre un certain temps dans l'eau ou dans un autre milieu. D'accord. Et ça a à voir avec le fait de prendre des antibiotiques ou pas, virus, microbes, bacilles? Alors oui, évidemment, les antibiotiques fonctionnent contre les bactéries, mais pas contre les virus. D'accord. Après la mort de Pasteur en 1895, beaucoup de vaccins vont être produits contre la fièvre typhoïde, la tuberculose, le fameux BCG. Dans les années 50 et 60, ce sera la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle. Elle est passionnante, cette histoire de la vaccination au fil des ans.
Oui, c'est très très intéressant de voir comment s'est mené ce combat pour protéger les gens contre les maladies, et avec des succès absolument prodigieux, comme dans le cas de la poliomyélite ou de la variole, puisque la variole a été éradiquée complètement, et on a oublié que les milliers, les dizaines de milliers de morts qu'il y avait chaque année à cause de la variole. Et puis des échecs, comme dans le cas du sida, par exemple, où il n'y a toujours pas le vaccin. Oui, alors aujourd'hui, avec la technologie ARN, on se prend à rêver de nouveaux vaccins. Des chercheurs sont en train de tester un vaccin contre le cancer de la peau. Possiblement un jour, peut-être un vaccin contre le sida, effectivement. C'est la nouvelle frontière, ces vaccins ARN? Oui, il y a toujours eu des progrès immenses dans la qualité des vaccins et dans leur efficacité. À l'époque de Pasteur, c'était des microbes atténués, c'est-à-dire affaiblis. Mais un microbe affaibli, parfois, retrouve sa virulence. Donc, ça peut être dangereux. Il y a eu des accidents. Il y a de moins en moins d'accidents. Et les vaccins ARN, c'est encore un pas en avant vers de nouvelles formes de vaccination. Alors avec le changement climatique, certains prédisent que des microbes pourraient refaire surface littéralement quand les glaces des pôles vont fondre, des microbes qui seraient emprisonnés dans la glace. C'est un délire ou c'est une crainte qu'on peut avoir? C'est une possibilité. Ça pourrait exister. Oui, on sait qu'il y a des êtres vivants, enfin il y a beaucoup de cadavres d'animaux et d'humains qui ont été enterrés dans le sol gelé de Sibérie, de toutes les régions situées très au nord. Si ce sol dégèle, une partie des microbes contenus dans ces corps pourraient revivre. Ils sont en vie ralentie depuis des milliers d'années, dans des formes de protection, et puis si la température augmente, ils peuvent retrouver leur capacité d'infection. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Panafieux de nous avoir répondu ce matin sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre livre, Pasteur presque facile. Bonne journée à vous. Dans un instant à 11h, les infos.